Je valide et tout. Ça va, ça va. Oui, bien. Alors, nous avons vu, on reprend donc le chapitre Arbaïm et on voit les psukim dans Parashat Beshalach. Je mets entre parenthèses ce que nous avons fait la semaine dernière. C'était un peu difficile. וישם אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף וחמושים עלו בני ישראל מארץ ישראל. Elohim a fait un détour, détourné les enfants d'Israël par le chemin du désert de Yam Souf, et Chamushim, ils sont montés, les Bnei Israël de la terre d'Égypte. Alors, on a vu, le Maharal explique quelque chose d'unique en vérité, qu'il y a trois épreuves ici, trois choses pour les enfants d'Israël. Ils ont subi 210 ans l'esclavage pour expier quelque part l'imperfection qui était chez Avraham Avinu. Mais maintenant qu'ils sont sortis d'Égypte, il faut les faire monter à un niveau supérieur. Ce n'est pas des fautes, c'est les élever. C'est ce qu'on a vu un peu, ce qu'on appelle Yisurim chez la Hava. Et qu'il y a trois dimensions. Il y a la souffrance du corps, ça c'est le chemin qui épuise. Il y a le désert qui traumatise, et il y a le Yam Souf, l'épreuve de la Emouna, c'est la dimension du Sechel. Alors là, bon, on a développé, que la Emouna, c'est une dimension du Sechel et pas une dimension affective, sentimentale. C'est très, 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 très important. Alors, on est un peu parti à droite, à gauche sur cette histoire des souffrances d'amour. Alors, j'ai vu le Maharal dans Netiv à Yisurim, mais là, dans Netiv Otolam, il y a toute une partie, c'est Netiv à Yisurim, où il développe que le chet, c'est l'imperfection. Le chet, ce n'est pas la notion de Zadon, c'est plutôt une dimension de Shogeg, c'est l'imperfection. Il y a la dimension du Chomer et de la Soura, comme dit le Maharal, et lorsque l'homme dévie, lorsque l'homme suit quelque part ses instincts, sa manière instinctive, il se déstabilise. Cette déstabilisation amène la souffrance, amène le déphasage. Le déphasage amène la souffrance parce que tu es déphasé, tu n'es pas dans ton truc, tu n'es pas dans ce que tu devrais faire. Et les souffrances aussi, si vous voulez, c'est comme tu as une mouche, elle est dans un verre, elle se cogne parce qu'elle ne sait pas où elle va. Tu vois, elle se cogne. Nous aussi, c'est pareil, on se cogne. On se cogne parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie. Alors ça, c'est la personne qui faute. Il y a différentes dimensions dans la faute. Il y a la faute par ignorance, par la personne qui est mal dégrossie, elle va dans une certaine direction. Eh bien, en allant dans cette direction, elle va dans des pièges. Elle va dans des pièges. Et là, c'est la souffrance parce qu'elle est à côté de ses pompes. Donc là, Akadosh Baruch Hu, des fois, donne la possibilité que la personne reçoit des tartes, des claques, et des coups de pied au derrière pour qu'il se ressaisisse. Sinon, on ne se ressaisit pas. Alors ça c'est pas Yisurim Shelava. C'est un cadeau en vérité. Hein, c'est un cadeau. Parce que la Gemara, elle dit, quelqu'un qui n'a pas souffert 7 jours,
il est cuit. Shalom. Un petit after, là, allez. Ouais, quelqu'un qui n'a pas souffert 7 jours, la Gemara dit, c'est une embûche, en vérité. C'est une embûche pour l'homme. Que l'homme, s'il ne souffre, c'est qu'il est en phase avec ce monde. Akash Baruch l'abandonne, en vérité. Ça, c'est une Gemara dans ma série de Brachot, dans le 9e chapitre du traité Brachot. Voilà. Mais ça c'est la première dimension. Non, tu as quelqu'un qui est dans la dimension du tzaddik, et la dimension du tzaddik qui ne faute pas, si tant est qu'on pourrait imaginer une telle situation. Il y a qu'on dise Adam en tzaddik ba'aretz asher yasetov velo yecheta. Un homme, il n'y a pas de juste sur terre qui fait le bien et qui ne faute pas. Mais néanmoins, il paraît qu'il y a des dimensions de tzaddikim. C'est comme vous qui avez été nourris au biberon au Tanya, non? Non, vous n'avez jamais entendu parler que le Tanya, ça s'appelle Sefer Abinonim. Vous avez entendu ça? Oui. Ah, voilà, c'est le livre des Binonim, c'est-à-dire des gens moyens. Des gens moyens. Mais il y a une thématique dans la Chassidoute, Chabad, pas que Chabad, mais c'est une thématique du Baal Shem Tov. Il y a des mentions du tzaddik, la neshama du tzaddik, qui est une neshama qui est pas la dimension de nous. C'est une dimension particulière d'une neshama qui n'est pas la dimension de la faute. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Hein. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Qui n'est pas la dimension de la faute. Et ça, c'est une thématique. Moi, je n'ai pas creusé. Je ne suis pas connaisseur de la Chassidoute Chabad, mais disons, j'ai entendu ça. Vous avez entendu ça, ce que je viens de dire, non? La dimension du tzaddik qui n'est pas la dimension du Benoni. Voilà. Et c'est une autre dimension. Et ces dimensions peut avoir des souffrances. Dit le Maharal dans le chapitre 15 du Gvorot Hashem, mais des souffrances pires que les voilà. Le Maharal dit dans le chapitre 15, tu ne trouves des souffrances que chez les tzaddikim. Le reste, c'est laisse tomber. C'est les souffrances pour faire kapara. Ça, c'est du menu fretin. Mais tu ne trouves des souffrances, dit le Maharal, que chez les tzaddikim qui ne font pas. C'est pour les faire avancer à un niveau que sans ces souffrances, ils n'atteindraient pas. Ça, eux aussi, le Ramchal, dans le Derech Hashem, développe ça beaucoup. Hein? Oui, voilà. D'ailleurs, c'est très, très important parce que c'est pour ça que il y a 2 semaines et une semaine, on est un peu fait du hors-piste là-dessus parce que c'est un sujet il y a 2 choses. D'abord, on est dans une société, dans une culture hédoniste où tout nous est dû, quoi. Le confort nous est dû. Aussi, d'un point de vue même médical, les progrès, parce que la médecine, sur la base de la médecine, c'est quelqu'un est malade, on essaie de le soigner. D'accord. Mais nous, la médecine est arrivée beaucoup plus loin. Quand on parle de l'homme augmenté, ça veut dire qu'il y a une médecine investie dans le fait qu'il n'y ait pas de souffrance. D'ailleurs, lorsque il y a eu mes premiers enfants qui sont nés, la péridurale n'existait pas. Elle n'existait pas. Je crois que c'est la péridurale, c'est notre 3e enfant. Ça a commencé. La péridurale, c'est une révolution incroyable. C'est un truc incroyable, la péridurale. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que
C'était une femme, elle accouche, elle n'a pas les souffrances qu'il y avait avant. Ça ne veut pas dire que c'est pas la bonzette, mais disons, c'est pas des souffrances à hurler. Bon, disons, sur 100 péridurales, il y en a 2 qui loupent. C'est pas, hein, grosso modo, hein, monsieur le docteur, hein, c'est pas toujours que ça marche. Ça marche bien, mais il faut pouvoir la faire. Il y a des cas où il y a une contre-indication, où on n'a pas le temps. Alors, il y a 2 semaines, ma grande fille, elle a accouché par césarienne avec péridurale. Avec un genre de péridurale. Un truc de dingue. Ah oui, c'est pas anesthésie générale. Une césarienne avec anesthésie locale par péridurale. Bah, c'est comme ça qu'on fait maintenant, en général. D'accord, ça c'est un progrès incroyable. Ouais, non, ça veut dire une médecine investie sur le fait d'amoindrir les souffrances. Ça, c'est un chidouche dans la médecine. Ouais. C'est un chidouche dans la médecine. Entre autres, il y a beaucoup aujourd'hui de médecines qui ne sont pas sur des pathologies. Il y a des médecines sur la pathologie, évidemment, mais des médecines qui sont des médecines qu'on pourrait dire de confort. Très important. Donc, on est dans cette culture, dans ce bain. Donc, tout le monde, à un moment ou à un autre, a des souffrances. Ça n'existe pas. Mais on est démunis. Et alors, surtout aussi, qu'il y a une vulgate comme ça, un blabla pseudo-chrétien, que tout le monde dit, ah oui, c'est du christianisme. Oui, que ça, la souffrance expie les fautes, etc. Donc, on ne veut pas entendre parler de ça. Ah oui, c'est du christianisme. Oui, même les chrétiens ne veulent pas entendre parler. C'est très intéressant. Comme quoi, il y a beaucoup de chrétiens qui ont un rejet de leur culture. Pas tous. Hein. Il y en a dessus. Il y en a quelques-uns chez les aussi. Comment? Il y a quelques-uns. Oui, énormément, hein, mais c'est autre chose. C'est un peu autre chose. Mais comment? C'est plus trop à la mode. En Israël, c'est à la mode. Le rejet du judaïsme. Ouais. Mais en France, c'est pas tellement à la mode. Mais c'est à la mode, par contre, le rejet du christianisme. C'est bon. Et bon, donc ce qui fait qu'on est complètement démunis par rapport aux souffrances, mais alors, complètement. Donc là, c'est quelque chose c'est quelque chose d'important. Le Ramchal, dans le Derer Hashem, a beaucoup parlé de ça, beaucoup parlé. Mais en tout cas, il y a une dimension, le Maharal, la phrase clé qui se trouve dans le chapitre, dans le chapitre Telvav, il dit qu'il y a 2 sortes de souffrances. Les souffrances qui viennent de l'expiation des fautes, du Derer Haolam, c'est la vie amène des souffrances. Ça, les tzadikim, comme on voit avec Yocheved qui a accouché sans souffrance de Moshe Rabbeinu, les tzadikim sont épargnés de ce mode de souffrance. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un, il a des enfants. Quelqu'un français, juif ou non juif, hein, oh, quelle année, on dort pas la nuit, ensuite ils te vomissent dessus, ensuite ils font n'importe quoi, ensuite quand ils grandissent, il dit, je dis les enfants, quand ils sont petits, des petits soucis, quand ils grandissent, des grands soucis. Chez les gosses, c'est que c'est des tannés. D'ailleurs, Aristote ne disait-il donc point que les enfants, c'est un mauvais plan financier, ça dilapide ton argent. C'est vrai, ça coûte cher. Allez, ça coûte cher. Oh, non, mais d'accord, mais si, parce que pour ne pas avoir de la drogue, ils les mettent chez la Sainte-Thérèse de je ne sais pas quoi. Ouais.
Ça coûte du blé aussi. Alors, maintenant, donc ça coûte du blé. Donc, voilà. Mais quelqu'un qui sait que amener des enfants au monde, il fait la mitzvah de Perea Verivia, et ça change tout. Ça change tout. Mais ce qui pourrait être considéré comme une souffrance va être considéré comme quelque chose de structurant, de construit. C'est vrai pour la difficulté d'une histoire, mais dans la souffrance. Même par exemple aussi, si tu vois les choses en termes de mitzvah, et tu sais qu'est-ce que tu as à faire, quelque part, ça te change. Par exemple, on parlait avec Meir, voilà, on prépare le gala des jeunes étudiants. C'est du boulot. C'est du boulot. Tu peux faire un gala sans faire du boulot. C'est un gros travail. Mais si tu vois que tu es au sec ben mitzvah, c'est différent que tu dis, ouais, c'est du gros boulot, c'est chiant, machin. Non, c'est pas chiant, tu le fais parce que tu penses qu'il faut que tu le fasses. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui te plaisent plus, mais c'est pas chiant, tu dois le faire, ça a un sens. Donc là, tu n'es pas dans la souffrance, si tu veux. Parce que même par exemple, prenons un exemple, même gagner sa vie. Bon, ok, c'est chiant. C'est chiant de bosser. Hein, non, nous les Français, c'est chiant de bosser. Et si tu te dis aussi que c'est une mitzvah ce que tu fais, de subvenir aux besoins de ton époux, subvenir aux besoins de tes enfants, subvenir, etc. Je ne dirais pas que c'est rigolo, mais disons, tu vois les choses différemment. Ça change. Tu as un dialogue, tu as un sens, il se passe quelque chose. Comment ? Le cas de la douleur, de la personne malade, pour lequel le sens n'est pas évident, en pratique, souvent, ça abîme la personne plus que ça la bonifie. Ouais. J'ai l'impression que les gens qui, en traversant une épreuve douloureuse, une douleur physique, une maladie, de quelque chose qui atteint le corps, qui ressort mieux, c'est assez rare. Là, il y a Manu, il aime bien mes conversations avec les conducteurs de Uber. Alors, il y a je sais pas. Ou rapide, là. Ouais. Là, je sais pas que c'est trouve un autre, le troisième. Il y a, je sais pas, il y a 2 semaines, j'ai pris un Uber pour j'avais des choses à faire et ça a pris un certain temps. Alors bon, je discute avec le monsieur maghrébin, si on peut s'exprimer ainsi, qui conduisait. Issu de la diversité. Voilà. Alors de l'immigration, alors voilà. Il dit oh là là, qu'est-ce qui se passe en Ukraine, etc. Bon, moi je lui dis comme ça que bon, de toute façon il faut mourir un jour ou l'autre. Si qu'on meurt maintenant ou plus tard, de toute façon bon. Alors je lui ai dit ça. J'ai la seule chose moi qui m'angoisse, si tu veux, c'est qu'il y ait des radiations et en sortir malade, une grosse pathologie. Ça m'angoisse plus que mourir. Alors c'était un musulman très connaisseur dans ce truc. Il m'a dit, mais vous n'avez pas peur d'être devant Dieu si vous mourrez? Vous n'êtes pas paniqué? Alors on a discuté de ça. Alors. Mais c'est pas le cœur du sujet. Non, mais je lui ai dit. Je 40 ans, il s'appelle Benoît, les chauffeurs. Je te rassure, il s'appelle aussi Norbert. Tu peux pas par contre, là, je lui ai dit, mourir, ça m'angoisse pas. Là, il était choqué. Il était choqué. Mais dans le Coran, c'est écrit que c'est terrible après, toutes nos fautes, etc. C'est pas ça m'angoisse. Par contre, souffrir, s'il y a des radiations et qu'on en sort malade, qu'on se traîne toute sa vie avec des souffrances, ça c'est ce que tu dis.
Ça, Et l'essence qui est chère. comment ça c'est problématique. Maintenant, le point, comment aborder ça? Comment aborder ça? Si je peux me permettre, juste par rapport à ce que vous disiez sur les sceptiques qui vont avoir une autre réalité de ce qu'ils vivent par rapport à la souffrance. J'ai pas lu cette étude, mais il semble qu'il y ait une étude qui a été faite sur l'impact du stress sur la durée de vie. Ils ont suivi comme ça des gens pendant toute une vie. Ouais, je retrouve cette étude, mais en gros, elle explique qu'il y avait dans les questionnaires qui étaient posés aux gens, il y avait une question qui était posée sur leur engagement social pour s'occuper d'autre chose que d'eux-mêmes. Des gens qui ont vécu des très hauts niveaux de stress dans leur vie, etc., et donc ils vont estimer ça. Un niveau de stress et d'impact, de stress post-traumatique, etc., équivalent, ceux qui avaient un engagement pour autrui dans ce qu'ils faisaient avaient une durée de vie qui était beaucoup plus élevée que les autres. Parce qu'en fait, il y avait une compensation de leur stress par rapport à ce qu'ils donnaient au monde. Mais c'est scientifique, c'est une étude prouvée. C'est pour recruter les nouveaux membres du bureau pour la vie. Mais ça veut dire, si tu extrapoles ça à des sadikim qui ont une vision de justement ce que tu n'est pas que par rapport à eux. ils sont hors de ce. Oui, mais il y a une condition. Il faut que l'investissement de la personne, elle voit l'impact qu'il a sur elle, voit un résultat. Non, la question c'était, est-ce que vous participez à faire quelque chose de social, le resto du cœur, le machin. Oui, c'était oui, non. Ouais. Non, ça veut dire qu'elle sait qu'elle participe à autre chose qu'elle-même. Autre chose qu'elle-même. Et comment elle vit son stress, en fait, ça augmente cette durée de vie. Et ça a été calculé. Je n'ai pas lu l'étude en elle-même, c'est ça que je dis, mais c'est quelqu'un de sérieux qui l'a rapporté. Ok. Alors tout ça pour dire que là, les enfants d'Israël en sortant d'Égypte, les fautes d'Abraham, les imperfections qui étaient chez Abraham Avinu ont été résolues. Mais là, Akadosh Baruch Hu les perturbe pour les affiner pour arriver à un niveau supérieur. Voilà. Alors, ça, que je reprends la phrase du Maharal dans le chapitre Telvav, il dit « Tu ne trouves des souffrances que chez les tzadikim pour les faire progresser. » Donc là, voilà, il faut méditer là-dessus. C'est pas. OK, on va continuer. Tout ça, c'est de la révision. Alors, un CFR, vous suivez ensemble. Alors, regardez la colonne de droite, quatrième ligne avant la fin de la page. Ubeyam Souf, ils sont arrivés à Yam Souf, Kedé les Nasot Kohar Asichli, pour éprouver la dimension intellectuelle. Imuyamin veyikne midata imunabo idbarar. Est-ce que il aura de la emuna et acquérera la dimension d'emuna en Dieu qui peut le sauver des ennemis? Kolze asa Akadosh Baruch Hu lahem ki bet hayetzia haya shchinat Akadosh Baruch Hu im Israël. Tout ça, Akadosh Baruch Hu a fait au moment de la sortie. Il y avait la présence divine avec Dieu et Ratza leasir pritutam. Il a voulu enlever leurs défauts. Ce n'est pas des fautes, c'est leur bassesse. Il y a une bassesse humaine. Il y a une bassesse humaine. Et c'est ce que dit le Maharal dans le chapitre 20. C'est-à-dire, si vous voulez, en chacun d'entre nous, il y a quelque chose qui est bas, qui est inhérent en nous. Nous, il y a une dimension animale. Il y a une dimension animale en nous. Ces dimensions animales, on n'en a pas conscience. On n'a pas tellement conscience. Or, Akadosh Baruch Hu veut que les enfants d'Israël
le relever, ce n'est pas la faute. Et c'est la bassesse humaine. Pour ça, il est malmène pour affiner, pour raffiner cette bassesse. Le cas Raya me Yasser et Israël, c'est pourquoi il faisait souffrir Israël. Ou basé Aya me Marek et Israël. Me Marek, ça veut dire il ponce Israël. Ve'ayu teorim zakim royim lekabel ma'ala eliona, pour qu'il soit pur, raffiné, apte à recevoir la dimension supérieure. Et même s'il n'y avait pas cette bassesse, quand même, il les aurait fait souffrir avec le corps et dans l'âme. Entre parenthèses, c'est une Mishnah dans le 2e chapitre du traité Makot, que si quelqu'un tue un autre par inadvertance, alors il doit partir dans une ville de refuge pour faire expiation. C'est-à-dire qu'il doit s'exiler dans une ville de refuge. On connaît ça, hein? C'est pas bien. Maintenant, il y a quelqu'un, il frappe un autre, c'est bon, on se marre, là, paf, et il le tue. Et il l'a tué par inadvertance. On se marrait. Alors, j'ai une prise de judo, là, et puis il est mort. Oh, ça, c'est un homicide involontaire. Alors là, selon certaines critères, il doit aller expiation. Maintenant, la Mishnah nous dit, il y a un père qui bat son fils parce que il bat son fils, il étudie la Torah avec son fils, et il lui donne des taloches pour qu'il étudie. Et il est mort, le gosse. Là, il est au Osek Bemitzvah. Donc là, Osek Bemitzvah, il est pas tour parce qu'il n'a pas fait de faute, aucune faute. Et la Mishnah nous dit, même si le gosse, il étudie bien, il faut le frapper. Ça, c'est la Mishnah, vous ne me croyez pas. Non, mais c'est très important. C'est très, très, Je très suis pas préparé, là. Moi, je pensais parler, la sortie d'Égypte, tout ça. C'est très important. Je le cherche pas quoi. Même s'il étudie bien, il faut frapper. C'est spécial pour les Marocains. Non, c'est vrai. Les Marocains avaient raison, en fait. Ouais, ils étaient. Ouais. Je suis sûr qu'Antoine, il est choqué. Hein, Antoine? Ah, je sais maintenant de quoi je vais parler pour les fêtes. Je vais mettre ce point-là. Ouais, mais là, c'est. Tu vas mettre ce point-là dans le sens là-dessus. Attends, c'est-à-dire que non, mais ça signifie que frapper n'est pas une valeur de correction. C'est qu'il y a il y a un sens intrinsèque. C'est bon que le PRF. Il veut dire. Deuxième, non? Je sais plus. Non. Non, ce qui est bon, c'est que ça peut aller jusqu'à la mort. C'est ça que. Oui, mais moi, à la limite, ça, Non, c'est pas le point qui me perturbe le plus, tu vois. Alors, C'est ça. Moi, ce qui me perturbe le plus, c'est il y a eu un bug, quoi. Alors, c'est le fait que fondamentalement, il faut le frapper, même faut le si, voilà. Si on dit ça à Blanquer, bon. je suis sûr que Blanquer, il est complètement. Il est complètement d'accord avec ça, mais par démagogie. Il ne peut pas l'être, c'est tout. Mais je pense que dans le fond, n'importe quel pédagogue sait ça. Regardez. Alors, la Mishnah, la Fretamout. Aav, golé, aliédé, aben, va ben, golé, aliédé, av. Alors.
Non, c'est la Mishnah d'avant, une seconde. La Mishnah d'avant, Chet Amoud Aleph. C'est-à-dire, dès que c'est une mitzvah, alors il ne va pas en exil. La fin de la Mishnah, Chet Amoud Aleph, Av Kol Reshut, tout ce qui est facultatif. Yatsa Av Amake et Beno, Varav Arodé et Talmido, Beshalia Bedin. Ça exclut donc de l'exil le père qui frappe son fils, le maître qui rudoie son élève, Garavou, et l'émissaire du Bedin. Alors, on passe maintenant. Regardez. ETV, non, c'est la même page. ETV, Avina et Rava. Ravina objecte à Rava. Yatsa Aav Amaket Beno, ça exclut le père qui frappe son fils, le maître qui rudoie son élève et l'émissaire du Bédit. Les mâts qui vendent des loups gamir. Mais t'as qu'à dire, étant donné que si le gosse, gamir, il a bien appris la mitzvah, c'est pas une mitzvah. Ashtanami, la mitzvah. Là aussi, c'est pas une mitzvah. Bon. Atam, afaga des gamir mitzvah. Même s'il a bien appris, c'est une mitzvah de le frapper. Afaga des gamir mitzvah. C'est une mitzvah. Dirtiv, yaser bincha, ve'yanichecha, ve'iten madanim le nafshecha. Fais souffrir ton fils. Ve'yanichecha, il te donnera du contentement, il donnera du délice à ton âme. Regarde au Rashi. Il explique. C'est même mon avis qui est. Non, c'est vrai. Alors, donc ça veut dire que. Quand on est resté, Johan. Attends une seconde. L'indiqué son Oui, style, attends, une seconde. Il y a 11 jours, il y avait à Bafroid, il y avait Rav Reuven Lorter. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qu'on a envoyée. Pas encore vu, mais c'est dans ma liste. Ouais. Alors, entre autres choses, il y avait un point intéressant qu'il a dit. Qu'il y a il y a une phrase très connue qui dit Elecha kolesev ve'esev chez Elo Malar chez Make Ota Momerlo Gadel. Ça n'existe pas une herbe qui n'a pas un ange qui n'est pas là, qui la frappe et qui lui dit grandis. Et alors il a dit, je pense au nom de Rav Wolbe, c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est quelque chose de classique, que pour grandir, il faut frapper.
Alors, ça, ça, c'est quelque chose de très, très profond. C'est pas simple, c'est pas de la psychologie. Avec Julien Darmon, un des cours du mardi soir, là, la réalité vient d'un choc. Il ressortait dans un truc de Raphaël Vital que c'est la confrontation qui crée quelque chose. Et rien ne se crée sans confrontation. C'est structurel dans la création. Il faut, par exemple, tu vas faire quelque chose de chimique, il faut comment ça s'appelle? Quelque chose qui déclenche Un catalyseur. Un catalyseur. Un catalyseur. Une chose, rien ne se crée sans un coup. Ça ne veut pas dire, c'est pas l'histoire, c'est pas que, c'est pas, comment dire, le but, c'est pas la violence, mais c'est la confrontation. Par exemple, l'étude de la Torah, ça s'étudie pas seul. Parce que ça s'étudie pas seul. S'étudie seul, la Gemara dit justement dans le traité Makot, dans le deuxième période justement, que quelqu'un qui étudie seul, pas seulement il devient idiot, mais il faute. Ça veut dire que la Torah, c'est une confrontation, c'est créatif. Tu crées. Tu vas par exemple dans une bibliothèque estudiantine, ouais, bon, tout le monde est à la cafette en train de draguer la nana. Et à part ça, ouais. Mais une bibliothèque, c'est silence, tu vois. Parce que tu emmagasines du savoir. La Torah, c'est pas du savoir, c'est créatif. On crée quelque chose. On crée quelque chose qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va apprendre. Le savoir, c'est pas un savoir qui existait déjà, c'est un savoir qui existe, qui va jaillir maintenant. Il va jaillir maintenant. Le Matan Torah, c'est pas il y a 3300 ans. Moi, quand j'ai commencé à étudier, j'étais le petit jeune sait arrive, mais dites-moi, monsieur le Rav, comment on sait que la Torah, c'est un chemin? Quel est votre point? Et là, arrête, Rabbi Boy, je m'en fous. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Pourquoi? Parce que quand on étudie, Matan Torah, excusez-moi l'expression, c'est maintenant. Là, on est en train de travailler. Qu'est-ce que c'est ce sujet? On a un sujet, mais on est en train, il est maintenant ce sujet. C'est vrai qu'il y a des données qui viennent, mais c'est maintenant que nous, on a une confrontation entre ce que nos maîtres disent et nous. Cette confrontation va donner la Torah. La Torah, elle n'est pas dans le livre, elle est la Torah orale. C'est maintenant, elle est la Torah. C'est une confrontation. Et quand on a vu ça dans le Otzrotraim de Rav Chaim Vital, Julien Darmon, il a dit très, très, très bien. Il a dit, il dit, souvent, les gens veulent définir, nous, ce qu'on étudie ici à l'échelle des étudiants, si on étudie sur texte. Souvent, moi, ça me saoule. Oui, la spécificité de l'étude à l'échelle des étudiants, c'est des études sur. Je m'en fous, mais alors là, je m'en bats le flanc. Mais il m'a permis de comprendre. Julien, dans ce qu'on a étudié dans Raphaël Vital, il l'a dit très bien, Julien. Comme ça, c'est dans une des vidéos en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire étudier sur texte? C'est une confrontation. On se confronte au texte. Le texte, on l'a dans la poire. Regardez cette phrase-là. Et toi, et toi, et toi, et toi, et toi.
Moi, non, ça va. Mais... bon, vous 5, vous ne supportez pas ce travail. De dire, c'est mitzvah de s'appeler son fils, même s'il travaille. Ça, vous ne supportez pas ça. Eh bien, ça, c'est l'hermeuse. C'est qu'on ne supporte pas. Et on va essayer de chercher quelque chose. On ne sait pas quoi. Et Matan Torah, excusez-moi l'expression, c'est maintenant. Elle se donne maintenant. On est en train de vivre la Torah. Elle est en train de jaillir. C'est un Matan Torah. Dieu donne la Torah. On a dit, oui, pour dire Kafale, marqué Gigit. Mais donne, non, ils sont là, ils sont d'accord, ils ont dit Nasevinishma. Qu'est-ce que tu leur donnes un coup derrière? Mais c'est une provocation. La Torah, c'est quelque chose qui va jaillir. Le gosse, c'est un bon gosse, il travaille bien. Paf! Ouais. C'est une confrontation. Mais j'ai un débat depuis le début de mon mariage avec mon épouse. Un débat qui n'est pas tranché. Elle tient la thèse que des tensions dans un couple ne sont pas inéluctables. Il faut savoir les voir avant les anticiper. Ouais. Il faut savoir les anticiper pour qu'il n'y ait pas des tensions, voire des crises. Moi, ma thèse, vous avez compris, c'est pas celle-là. Le conflit 1 anticipe le conflit 2. Ma thèse n'est pas celle-là. Moi, je pense qu'un couple ne peut pas vivre, être vivant, sans crise et sans tension. Sinon, ce n'est pas un couple vivant. Mais le débat n'est pas tranché. Je sais pas. Je veux dire, c'est quand il n'y a pas de confrontation qu'on fait des crises et des tensions. Si on arrive à se confronter, bon, ok, on n'est pas d'accord. Et puis, Oui, j'entends ce que tu dis. Si on prend le temps et la disponibilité c'est-à-dire souvent, de la discussion. c'est parce qu'ils n'acceptent pas qu'on se confronte. Bon. Mais il faut que je retrouve le point qu'on avait vu dans Raphaël Vital. Ça veut dire que le vivant vient qu'il y a des choses qui ne vont pas. Parce que tu réalises qu'il y a quelqu'un d'autre de toi quand l'autre te marche sur les pieds. Par exemple, là, quand je dis souvent comme ça, mais c'est du vécu. Quand les gens ils s'aiment, ils se regardent, c'est d'un regard amouragé, c'est qu'ils ne se connaissent pas. C'est quand ils commenceront à se connaître et qu'ils commenceront à ne pas se supporter que là, ça va commencer à jaillir quelque chose, une relation. Le gosse, il travaille bien. Le gosse, il travaille bien. Il y a certes, il faut le provoquer. Il faut le provoquer. Pour qu'il grandisse. Pour qu'il grandisse. Sinon, on ne grandit pas. Ça, c'est pas de la psychologie. Me semble-t-il que c'est structurel dans la création. C'est structurel. Il faut creuser ça. C'est un truc structurel. Mais pourquoi, du coup, ça légitimerait de la violence? Comment? Ça peut être autrement que de la violence, avec des coups. Pourquoi nécessairement des coups? Ou alors ça veut dire des coups, là, ça veut dire autre chose. Des coups, c'est quand même. Il y a une différence. Les paroles, ça peut être des coups. Les coups avec les mains, ça peut être des coups. Ouais, encore autre chose. Encore autre chose, parce que c'est. Il y a un auteur très très bon que je découvre là, qui s'appelle
Luigi Soja. Soja, excusez-moi, ça fait un peu idiot. Z-O-J-A. Je vous C'est un Italien? Luigi. Oui, les Ojas. C'est un Italien. Ouais, c'est bizarre. S'il a immigré en avance. J'ai 2 livres. Là, c'est très, 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 très bon. Alors là, tu lis ce qui se passe là en Ukraine là aujourd'hui, il a écrit, je sais pas, il y a 10 ans ou 15 ans, et tu te marres, quoi. C'est le mec, il a décortiqué. C'est un essai ou c'est un. Non, c'est un essai, mais très, 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 très bon. Sur Staline, sur machin, sur la Constitution américaine comme exemple de paranoïa. Ah ouais, non, c'est excellent, c'est excellent. C'est énorme, c'est excellent. Alors, il y a un autre livre, ça s'appelle Le Père. Alors, lui dit que la mère, c'est naturelle, la mère, c'est elle qui met au monde. Voilà. La mère est une relation naturelle. Le père, il dit que chez les zoologues, on dit aujourd'hui les éthologistes aujourd'hui, le père n'existe pas chez les animaux, pratiquement. Le père, c'est-à-dire qu'un père, quelqu'un qui va reconnaître sa descendance, qui va s'en occuper, qui va s'en sentir responsable, ça, c'est un chidouche très récent en zoologie, quoi, qui s'appelle nous, les êtres humains. Et encore pas tous. Alors, il développe, parce que le père, c'est pas une donnée simple. Donc, c'est pour ça que le père est toujours en portant faux avec son enfant. Il est en porte-à-faux, il ne sait pas comment se conduire, parce que sa position n'est pas naturelle. Ce n'est pas naturel, un père. Donc, un père, il ne peut pas être père naturellement. C'est un grand chinouche, parce que... Vous avez dit dans un cours d'ailleurs que la mitzvah du père, c'est pas de le nourrir, mais c'est de l'enseigner à Torah. Voilà, ouais. Et donc, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Ça veut dire, un père, il ne peut pas faire des câlins à son gosse. Aujourd'hui, comment? Il peut pas. Il peut le faire, il peut singer, il peut être une nana, mais ça veut dire, si un père, il ne sait pas faire des câlins, c'est normal, il n'y a pas de... Lui, il le dit, il n'y a pas à se culpabiliser qu'il n'a pas... C'est pas sa place. C'est pas sa place. Ma mère, elle m'a raconté que ses parents, ils venaient de Pologne, et c'était la vieille école. Et quand elle a eu 12-13 ans, elle a eu une appendicite. Et son père lui a dit, ma chérie, il faut t'amener à l'hôpital. Quand elle a entendu son père lui dire, ma chérie, elle a éclaté en sanglots. Jamais il lui avait dit ça. Non, ça veut dire, les vieux Polonais de la vieille école, de ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'elle va à l'hôpital, qu'elle a mal, qu'elle a un truc, qu'elle a 42 fièvres, ça c'est pas ça. Elle s'est dit que c'était très grave. Non, c'est juste le choc. le choc. Quand son père lui dit, ma chérie, ma mère m'a dit, ma chérie, mais non, mais c'est bon. non, mais c'est ça ce qu'il dit dans le livre sur le père. C'est l'Islaméote. Non, il y a des très bons livres qui paraissent aujourd'hui. Il y a des très, très bons livres. Il y a des très bons livres. Il n'y a pas que des conneries. Hein. C'est très, très bon. Très bon. C'est très bon. Ça veut dire un père, il est bancal. Mon gosse là, il est en train de se fiancer. Je ne sais pas comment l'aborder. C'est bien, tu ne sais pas comment l'aborder. C'est un père. Tu ne sais pas aborder ton gosse, c'est bien. C'est comme ça un père. Tu ne sais pas l'aborder. La mère, elle sait, voilà, mon chéri, ça, je pense. Ok. Mais il dit ça en se basant sur le fait que chez les animaux, c'est pas le cas. Donc c'est juste en nous Ah, il n'y a ramenant, pas de nous, père. humains.
Non, il n'y a pas de père. Non, mais c'est Hatsoum. Si tu vois les choses en termes de Torah, que le premier père dans la Torah, c'est Avram Avinu, Av Amon Goïm. On dit En Av la Mitzri, il n'y a pas de père chez l'Égyptien. Le père, c'est un chidouche. Le premier père, il s'appelait Av de Aram, en procédure Av Amon Goïm. Les patriarches, on dit les patriarches. Il lance la notion de père. Mais le père, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Un père, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Moi, quand j'ai mes gosses, là, avant que je commence moi, je voulais aider ma femme. Mais je voulais aider ma femme, qu'elle change des couches et tout, machin. Je ne pouvais pas. Avant un certain temps, quoi. Avant que je m'habitue au truc. C'était... je ne pouvais pas. Mais ça, c'est structurel, c'est pas, ça veut dire, c'est pas culturel. Aujourd'hui, on fait tout c'est du culturel, c'est pas culturel, c'est structurel, c'est fondamental. Et le père, c'est une confrontation. Le père, le gosse, il n'est pas à l'aise avec son père. C'est normal. C'est normal. Un gosse, il serait à l'aise avec son père, c'est que c'est pas un père. Je vais vous dire, quand mon père est mort, il y a 4 ans et demi, j'ai écouté les messages. J'ai pas eu le temps, quand mon père était mourant, machin, j'ai pas eu le temps, j'ai écouté mes messages. Après la mort de mon frère, j'ai entendu un message que j'avais pas entendu avant, où il m'engueulait. Si. 2 jours avant sa mort, il m'a dit, oui, Gérard, machin, bidule. Et j'étais pris, machin, bidule. J'ai pas entendu. Donc, j'ai entendu l'engueulade de mon père post-mortem. Il y a des gens, pour moi, ça, c'est 30 ans chez le psy. Non, mais moi, j'enseigne. encore post-mortem, il m'emmerde. Mais c'est ça un père. Mais c'est ça un père. C'est insupportable. Ouais, j'écoute. Oui, alors Gérard, machin, me dit, il était mort. Ah là là. Je l'avais pas entendu avant. Je n'ai pas eu le temps d'écouter mes messages. J'écoute mes messages. Il est en train de m'engueuler. Je dis à ma femme, écoute, il est en train de... Mais c'est comme ça que tu te fais quelque chose de la vie. Tu fais quelque chose de la vie. Tu te fais quelque chose, tu bouges. Je ne sais pas pourquoi. C'est très profond. Il faut que je retrouve le passage dans le Otzrot Chaim, duquel Julien Darmon avait sorti cette notion de la confrontation, mais qui est dans la création du monde. C'est pas un truc, c'est pas la psychologie. Dans le Etzraïm. Comment on avait vu que les femmes et les femmes, c'est la brassée. Oui, mais tu veux dire quoi par là? C'est-à-dire que l'essence même de ce qui nourrit un homme, ça se base par une confrontation. Il y a une guerre. C'est tous les niveaux. La vie, elle passe par les femmes. La vie passe. Ouais. Je reprends ce que dit Johan. Que on avait vu, ça ressortait d'un point précis dans la Gemara, que le mot lechem vient du mot milchama. Pour moi, c'était une énigme. Pourquoi le pain, on dit c'est une guerre. Bon. Tu vas demander à Biden, il va dire évidemment, parce que les guerres principales, c'est des guerres nourricières. Par exemple, les sanctions économiques, le prix de l'essence, du gaz, du truc, du blé, machin. Donc ça, c'est une guerre économique. Mais plus que ça, tu as dit, quand on a étudié ça, Johan, tu as dit que manger, c'est une confrontation. Par exemple, il y a manger. Le bide, il en prend un coup. Même tu vas manger, tu enlèves le gluten, tu enlèves le lactose, tu enlèves toutes ces conneries, mais quand même, ça rentre à l'intérieur et il faut que ça se digère. Donc c'est une confrontation, c'est une bagarre.
C'est une confrontation. Mais c'est une confrontation vitale. Quelqu'un qui dit, moi, je suis anorexique, je ne veux plus de cette confrontation qui m'agresse. C'est une agression. Ben, elle meurt. Elle meurt. Non, c'est pas compliqué. La vie, c'est une confrontation. Il faut que je retrouve dans le Srotraïm cette phrase. C'est une phrase clé comme ça en passant. Et le père, le gosse, toi, tu as le bon gosse. Le bon gosse, il travaille parfaitement à l'école. Ouais, 20 en Mifran de Gmar. Passe, connard! C'est quoi les résultats immédiats? Ça me fait penser à une blague de dépoche. La violence, quand ça ne marche pas, c'est que tu ne tapes pas assez fort. Je comprends pas, c'est quoi le résultat éducatif? Il va faire quoi? Il va fumer? Comment? Le résultat éducatif de ça. Il va se bouger. Mais comment il peut se bouger plus s'il a gagné, il a bien travaillé? Je ne comprends pas. D'accord, mais c'est un connard de bon élève. Il fait toujours ce qu'on lui demande. Peut-être un peu qu'il bouge un peu. Fais un peu quelque chose de personnel. Tout ce qu'on te demande, tu le fais. Quel connard. Péteux. Là, Ennuyant. La Mishnah, elle ne dit pas qu'il faut que taper. Peut-être qu'elle dit aussi qu'il faut. Tu lui dis, c'est très bien. Mais quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah, qu'est-ce que tu peux. Non. C'est le voilà, il frappe, les gars. Ça veut dire si tu l'as frappé pour c'est pas. On ne peut pas lui donner un coup qui remporte avec parce que même s'il n'est pas encore dans le fichier, mais il faut qu'il remporte avec. Là, il faut pas. Qu'est-ce que tu mélanges les sujets, toi? Oui, je me suis dit que c'était. Il y a tellement belle photo de toi dedans que. Ah ouais, Une photo de lui? Oh, oui. une photo de lui. Il a l'air tellement studieux comme ça. Un bon élève. Ouais. La passe. Je vois pas. Je vous rappelle que c'est lui qui a posé la question clé. Pourquoi les 400 ans, ça ne suffisait pas, qu'il fallait encore la faire souffrir? Et juste après, c'est le Maharal qui a. Non, mais c'est. C'est lui qui a posé la question clé. Ok. Donc là, on est d'Afret. Là, c'est un. Et Rav Leuchter disait ça. Mais je vais vous dire, Rav Abitbol, disons, moi j'étais 12 ans à Strasbourg. Moi je sais que j'étais très 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 bon élève là-bas. Il était très dur avec moi, très très dur, très très dur, extrêmement dur, extrêmement dur. Oh, et en même temps, Rav Wasserman, il a toujours dit qu'il t'a chouchouté, Rav Wasserman. D'accord, mais j'étais pas un bon élève. Là-bas, mais moi, je n'étais pas un bon élève. À Strasbourg, j'étais un bon élève. J'étais pas un bon élève. Je sais pas, mais bon. Ok, alors on continue. C'est bon. J'ai vu les photos, il y a. J'ai eu un choc, je vais même peut-être. Ah oui. Il y a le quai vert de la rabbinite Batsheva Esther, il y avait l'emplacement. Et juste à côté, je vois écrire Raphaël Israël récemment. Ah, C'est un genre de. Ah, ça m'a. Ah oui. Chose, hein. D'accord. Ouais, on continue. C'est bon? Donc, la notion de Yissourim, d'ailleurs, encore, la Gemara d'Afret, si je ne me une seconde. Une seconde. Dans Brachot. Bon, je te rejoins quand même. On est quand même dans une génération où on frappe les gosses. Déjà de base, rien que de base.
Et là, juste, je ne comprends pas le résultat qui va être attendu. Tu veux le point, c'est ce que leur sœur a dit. Bon, moi, je vous l'ai dit oralement. Mais, oui, la fois, Shosha Dvarim, Shalosh Matanot Tovot Nitnu le Israël, Vekulam lo Nitnu Ela Alede Yisuri. 3 bons cadeaux Dieu a donnés à Israël et chacun n'a été donné que par des souffrances. Torah, Eretz Israël et Olama. Donc le Tzror Hamor, on a déjà vu ça, qu'il pose la question. Quand on a étudié dans Parashat Lech Lecha, Brit Ben Abtarim, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, ta descendance va être esclave dans un pays étranger et les feront souffrir pendant 400 ans. Abraham, qui est l'exemple même du Chesed, qui a prié jusqu'au bout pour que Dieu épargne Sodome et Gomorrhe, pourquoi il n'a pas prié pour que ses enfants n'aient pas ces souffrances? Réponse. Parce qu'il savait que pour arriver à une proximité avec Akadosh Baruch Hu, par le biais du don de la Torah, d'Eretz Israël et arrive à Olam Haba, ça n'est que par des souffrances. J'avais dit celle derrière. Imaginons, nous. Là, nous, on est 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, grosso modo, avec toutes les souffrances les plus invraisemblables que l'humanité n'a jamais eu l'idée que c'était possible. Si on te dit, regarde, tes enfants, tu veux qu'ils restent juifs, eh bien, sache qu'ils vont avoir des souffrances terribles, les générations à venir. C'est le derrière. C'est le derrière. Beaucoup. Mais le Vort, l'idée, c'est ce que Lorter il a dit. Je pense que l'idée, c'est ce qu'il a dit. C'est que tu n'as pas une herbe, tu n'as pas un ange qui frappe et qui dit grandit. Que pour grandir, il faut une confrontation. Alors nous, on est là, 5 mariés, un célibataire. Mais disons, et 4 papas, postulant papa, puisque le père, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est, mais la fonction du père, c'est de faire grandir l'enfant. Faire grandir l'enfant. Et c'est par la confrontation. Alors, attention, les filles et les garçons, c'est pas pareil. Non, ça, c'est un point très, très important. Non. J'ai dit, moi, j'ai fait des statistiques que mes garçons, grosso modo, entre l'âge de 8 ans et 14 ans, ils ont eu environ 700 fessées. Et les filles, dans tout le temps qu'ils étaient à la maison, statistique, 2. C'est pas dit 0. Pas dit 0. Mais, comment? Les garçons? Comment? 14 ans pour les filles. Il y en a un la veille de son mariage, il faut une paire de baffes. Il me faisait chier, je lui ai foutu une paire de baffes. Et je l'ai assumé.
Non, mais c'est pas le pauvre. C'est pas le pauvre. Non, mais c'est des choses importantes. C'est des choses importantes. C'est des choses importantes. C'est des choses importantes. Non, c'est pas, non, comprends que c'est pas une question que ça marche. C'est pas une question de psychologie. C'est pas que ça marche. Ça marche pas. Structurel, quoi. C'est structurel. C'est la seule chose que j'ai Voilà. compris. J'ai rien C'est compris, mais- structurel. C'est structurel. C'est dans la création. Ce qu'il faut se demander, comment ça se fait qu'on est dans une culture. Il y a des gens, ça les détruit, ça. Eh ben, peut-être c'est bien. Non, évidemment qu'on ne parle pas d'un côté, on ne parle pas d'un côté caractériel que quelqu'un y passe ses frustrations en frappant ses gosses. C'est pas de ça dont on parle. On parle pas de ça. On parle pas de quelqu'un qui est bouffé de frustration et que sa seule manière d'exutoire, c'est passer sa bassesse sur ses gosses. Ça existe. C'est pas de ça dont on parle. C'est normal aujourd'hui de frapper ses gosses. Parce que généralement, quand on frappe ses gosses, imagine, c'est pour des questions de caractère. Quoi. Trouver une personne qui va frapper son enfant parce que réellement ils pensent son bien, c'est rare de trouver des gens comme ça. Quoi. Ouais, c'est Comment? je suis d'accord avec lui, c'est difficile à trouver. Ouais. Parce qu'on a tous. Moi, ce matin encore, j'étais. Pour la 10e fois que tu lui as dit mets ton manteau, à un moment donné, il faut le secouer, le gamin. Quoi. Mais dans un sens, l'enfant, il marche comme un radar. Il envoie des sons. Quand un gamin il dit papa, papa, papa 10 fois, il s'en fout de la réponse. Il veut juste, il dit oui, qu'est-ce que tu veux? Ok, il va passer à autre chose. Il a besoin d'avoir ce retour. Donc, quand je vois quand on parle des coups, je me dis, je pense qu'en fait, il y a plusieurs dimensions dans les coups. Il y a les coups physiques, parce qu'on va créer une confrontation physique qui crée aussi un lien, mais il y a aussi le fait que l'enfant, il a besoin de sentir la présence du père d'une certaine manière. Cette présence du père, elle se fait, bon, pour les gamins, c'est vraiment parce que c'est d'une manière simple, parce qu'il va rappeler plusieurs fois, mais quand on est plus à 14 ans, par exemple, tu disais que c'est dur à 14 ans, mais 14 ans, un gamin, un adolescent, il ne va pas te dire papa 10 fois. Si tu n'es pas là et tu ne le suis pas, tu n'es pas sur lui, tu le perds peut-être. Et du coup, mais par contre, le coup lui-même, c'est vrai que c'est dur à. On a du mal à imprimer que le Mais coup. moi, je vois, par exemple, mon père, disons, franchement, à son enterrement, j'ai dit vraiment que c'était un père. Maintenant, c'était très difficile. C'était même des fois insupportable, mais c'était un père. Je vous donne un exemple. Au CP, je ne savais pas ce que c'était le CP. Je foutais rien, quoi, comme à la maternelle, tu vois. Il m'a foutu une paire de taloches. Toute ma scolarité, il n'a pas eu besoin de me dire fais tes devoirs. Il m'a foutu une fois des taloches. Quand la première fois que j'ai eu des devoirs, je crois que je ne pouvais pas les faire. Il m'a foutu une paire de taloches. Toute la scolarité, il n'a pas eu besoin de moi. Franchement, c'était vraiment, il y a encore d'autres choses. Vraiment, je dois vraiment énormément. Moi, quand j'étais ado, dans le lycée où j'étais, tous ils se droguaient. Tous. Là, je vous parle en 72. Hein, ça fait quoi? Ça fait 50 ans. Voilà, ça fait 50 ans. Tous ils se droguent. Et les drogues de l'époque, c'était du LSD. C'était pas du cannabis, hein. C'était du LSD. Tous ils se droguent. Il y avait des joints. Mais c'était surtout des drogues dures. Il y avait des joints. Mon père, il m'a pris comme
ça. Il m'a dit, je te vois avec un truc, je t'amène moi chez les flics. Je te vois avec un truc, je t'amène chez les flics. Il m'a foutu une pétoche. En préventif. En préventif. Il m'a foutu une pétoche. J'ai rien touché, pas un joint. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Quand j'avais 16 ans, 17 ans, je dormais dans des squats. Il y avait les seringues qui traînaient par terre. Tu dormais pas à la maison? Excusez-moi. Moi, je découchais. Non, mais non. C'est-à-dire, il y avait une éducation suffisamment lâche pour permettre de découcher, mais par contre, une fois qu'on est dans le squat, on ne touche pas la seringue. Il y a un truc. Non, mais bon. vous voyez ce que. C'est vrai. C'était. Je sais pas. Dans le cadre d'une éducation un peu. Voilà, c'est pas. Non, ouais, en tout cas. Ah, mais donc il a vraiment fait ça va nous faire. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé pas en me disant oui, tu comprends, il ne faut pas prendre du truc. Il m'a pété la gueule. Il m'a pété la gueule. Il m'a pété la gueule. Mais je te promets, je l'ai dit à son enterrement. J'ai dit, franchement, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Mais il ne m'a pas sauvé en disant oui, tu comprends. Non, il m'a pété la gueule. Il m'a pété. Préventivement, moi, je n'ai rien touché. Et encore, là, j'ai été gentil, hein, parce que tu n'avais aucune raison, toi. Mais mon père m'a fait la même chose. Je peux vous raconter la même histoire. Ah ouais. Ah, le gamin, la même chose. Moi, il m'a accroché au mur en me disant à peu près pareil. Ça fait que j'ai jamais touché. Ah, pareil. Oui, la même histoire. Et c'est Après, insupportable. c'est une méthode Non, mais archaïque, quoi. Et là, je dis le mot archaïque dans le sens où dans le monde non, mais moderne, c'est insupportable. je me pose C'est la question si je insupportable. ferais ça à mon gamin. Peut-être je le ferais. Mais c'est quand même spécifique, quoi. C'est par la violence qu'on passe un message. Bon, mais déjà, tu sens que c'est de l'amour. Tu sens que quand les recherches Sifto, le passou qui dit dans Michelet, recherche Sifto, son est beno. Celui qui s'empêche de frapper son fils, il le hait. Mais j'entends dire que maintenant, dans les yeshivot, il y a de la drogue. Oh, laisse. On s'en fout des yeshivot. Les yeshivot, on s'en fout. Ce qui est plus Mais là, intéressant, récemment, il y a eu un gros truc avec une yeshiva il n'y a pas longtemps, là. 1 mois, 2 mois. Ce qui est sorti sur des maltraitances. Ah oui, Fublen. Lucien. Ouais. D'accord. Non, mais on parle de frapper des étudiants, c'est la même chose. Oui. Bon, mais évidemment, non, mais le truc, on comprend très très bien que c'est un sujet extrêmement délicat. C'est extrêmement délicat parce que le passou qui dit, Choser shifto son beno, et la suite du passouk, Veo avo shachecho musar. C'est-à-dire, celui qui s'empêche de frapper son fils est son fils. Il est son fils. Et celui qui aime son fils se lève tôt le matin pour lui faire des réprimandes. C'est-à-dire que d'un point de vue préventif, tu dois, Moussar, c'est le Maharal, il dit tout le temps, c'est la shon yisurim, souffrance. C'est des paroles dures. Des paroles dures. Mais moi, je peux vous dire, quand j'ai 7 fils, c'est très dur. C'est très dur. C'est dur. C'est pas comment te positionner. D'un côté, ils ont besoin de ton affection. Ils ont besoin de sentir que tu as confiance en eux, que tu les valorises, que tu les encourages, que tu les adores. Et d'un autre côté, tu es un père. Tu es un repère. Tu es une boussole. C'est ce qu'il dit, l'auteur, là. C'est génial, franchement. Il dit le père, c'est une position structurellement pas naturelle.
C'est génial, franchement, c'est génial. Moi, ça m'apporte énormément. Que c'est bancal, c'est pas de te positionner. Tu es là ou là, c'est pas de te positionner. Le gosse, il faut qu'il parte à l'école. Oui, le gosse, il faut qu'il parte à l'école. Moi, je me souviens, j'avais un gosse, Mochele, quand il avait, je sais pas, 3 ans, machin. Il était complètement n'importe quoi. Il va sur la rue, il traverse sans regarder. Vas-y, fais ton expérience. Comment? Ah oui, c'est très intéressant. Ah, ouais, il est très posé, machin. Très posé. Alors, il était le plus déstructuré du cheptel. C'était le plus. Non, mais c'est souvent comme ça. Non, c'est souvent comme ça. C'était le plus n'importe quoi de trucs. Il mangeait des pâtes, alors. Non, mais qui met de la sauce tomate partout. Bon, ça, c'est sa maman qui va laver le truc. Mais qui traverse, il traverse sans regarder. Il faut réagir. Tu vas dire, oui, il faut. Paf. Non, mais c'est un plaisir. D'accord, oui, non, oui. Non, évidemment. Non, évidemment. Tu vas inventer ta manière d'être bancal. Il y aura une seule personne. Oui, non, mais tu as raison, tu as 1000 fois raison. Mais si tu veux, regardez, la première chose qu'un père juif il fait, c'est la Mishnah. La Mishnah, la Kaftet dans ma Sechet Kiddushin, il dit que la première mitzvah, c'est faire la circoncision. Faire la circoncision, c'est pas mon chéri, si tu veux. Ne coupez pas, il coupe. C'est ça. C'est la première mitzvah. En français, il fait une scarification. Il fait une scarification sur son gosse. Fait une scarification sur son gosse. C'est ce qu'a dit Meir, franchement, je pense que c'est aujourd'hui, comment lire une Mishnah pareil dans un monde. Pour moi, on va forcément passer un morceau de ce bout du coup ou de ce qu'on mettrait comme remontrance qui vient de la journée, du machin, du truc. C'est très difficile. Oui. C'est très difficile de faire ça. Aujourd'hui, il y a un. On va être certain que ce qu'on fait, c'est pour faire grandir son enfant. Non, mais là, regarde, là. Quand le gosse, il traverse devant la bagnole, tu dis oui, il faut qu'il grandisse, machin. Il faut qu'il vive déjà. Il faut qu'il survive. Il faut aussi avoir confiance qu'on n'est pas des malades, qu'on serait des malades. Non, c'est vrai, ça. Il faut aussi avoir confiance. On n'est pas. Ah, c'est vrai, sur 200 personnes, tu as une personne pathologique. Je veux dire, des gens pathologiques, c'est deux. Ah, c'est vrai. Ouais. Beaucoup, en fait. Ah bon? Ah oui, non, je ne sais pas. C'est pas l'un qui tue sa fille, c'est l'autre qui a des bébés congelés dans le. Non, mais là, c'est ça, 1 sur 1 million. Oui, mais. Bah, évidemment. Par exemple, le COVID, augmentation drastique de mecs qui ont frappé leur femme et leur gosse. J'ai plus les chiffres exacts. C'est juste une réalité. Les gens sont enfermés, ils deviennent là. Ok, bon, d'accord. Mais. Ça, dans qualifié, Mais regardez, mais encore un point, c'est que
par exemple, l'histoire là, de la société qui valorise l'homosexualité masculine et féminine. Disons, parlons de l'homosexualité féminine. Mais c'est aussi j'ai vu ça, une seconde, mais de la confrontation. Un homme, c'est une confrontation. J'ai vu ça ce matin dans le Sefer Ohel Rachel de Rav Schlanger. Extraordinaire. Sublime. Sublime. Il dit, la page 81, il dit que la femme, ça dit, en hébreu, ça se dit nekeva. Il y a plusieurs mots, il y a Isha, mais nekeva. Nekeva, féminine, c'est Melachon kova, qui veut dire el kova, comme on va Pinchas, el kovata, c'est Oel shekulo mukaf. Aïcha, la première fois qu'on voit le mot Vaïsgor, la lettre Samer dans la Torah, c'est quand Dieu a fermé la chair sous elle. C'est une lettre qui est ronde et fermée. La femme, elle est dans un système clos. Magal Sagour, comme tu as dit. Système clos. La femme, c'est même Melachon Kova, veut dire c'est une malédiction. Parce que la femme, elle est dans son monde. Elle est dans son monde. L'homme, Zachar, c'est la même valeur numérique que le mot bracha. C'est quoi la bracha? Il dit. C'est quoi la bénédiction? Ah, c'est sublime, hein, c'est un truc incroyable. Il dit, c'est la capacité d'ajouter un chidouche dans les limites de ce monde. Donc l'homme, c'est la confrontation. Et quand les nanas, elles te disent, même, tu peux dire, les nanas, elles te disent, il y a même, j'ai lu des choses comme ça, elles ne supportent pas même la pénétration masculine. C'est une confrontation. Mais la confrontation, c'est la bracha. Rava Bilbol, il dit que la Torah, elle ne commence pas par la lettre Aleph, elle commence par la lettre Bet. Parce que Bet, c'est la bracha, c'est deux. Deux, c'est une confrontation. La vie, elle vient de la confrontation. L'homme et la femme, c'est une confrontation. Mais vous savez, quand il y en a qui disent oui, l'Occident est en péril, etc., parce que c'est une société qui est dans le confort, et le confort, c'est la mort. La tranquillité, c'est la mort. C'est la mort, c'est pas de confrontation. C'est une société qui refuse la confrontation. Et là, ils l'ont dans la tronche avec cette histoire-là, l'autre connard. Mais ils croyaient, oui, tout va bien, machin, les armes atomiques, c'est la dissuasion, machin. Le mec, il dit, OK, si vous avancez, moi, je l'envoie la bombe atomique ou des armes atomiques. Le mec, il rigole pas. Il dit, oh, les pauvres Ukrainiens. Mais ça, c'est sublime. Ça, c'est vraiment, je ne sais pas comment il a pu écrire ça. Franchement, c'est roi connaît. C'est extraordinaire. C'est la confrontation. La vie, la bracha, c'est la confrontation. Je relis cette phrase. C'est quoi la bracha? A kohar leosif chidouche des misgeret à olamas. C'est la capacité d'introduire l'innovation dans les limites de ce monde. Ça, c'est vrai. Ça, paf, c'est la confrontation. Mais alors, je suis d'accord avec vous.
ça ne veut pas dire qu'il faut y aller à la tronçonneuse. Ce n'est pas le massacre à la tronçonneuse, mais c'est la confrontation. Parce qu'il y a un danger aussi dans cette confrontation, c'est que quand on est le père ou le père, on a la parole forte. Et si on dit confrontation, c'est deux paroles qui se confrontent. Donc si l'enfant se confronte avec le père et que le père il écrase l'enfant, c'est plus une confrontation. C'est l'esclavage. Oui, oui, évidemment. Non, mais ça, c'est un risque. Non, c'est un risque. Ouais, mais quand le père il frappe, quand on frappe, c'est pas en confronte, c'est pas on discute, on fait un peu ensemble sur un verre. C'est tu fais ce que je te dis et c'est tout. C'est ça ce que j'arrive pas à comprendre. Oui, ce que tu dis, évidemment. Ben ça, ce qu'on appelle, c'est un cheshbon nefesh. Il faut voir où on se positionne. Mais évidemment, on fait des erreurs avant d'arriver, si tu veux, à l'attitude qui est les Shem Shamaïm. On fait des erreurs. Ça, c'est toujours une question que je me pose. Comment ça se fait qu'on a des gosses quand on a 25 ans, ouais, quand on devrait commencer à en avoir à 50 ans, qu'on a un peu de jugeote? Pourquoi on commence quand on est des connards? Ça, c'est. Celui qui a la double part, celui qui a pris plus de glace. Comment? Le Bechor, c'est. Ok. Bon, je pense qu'on a. On est très vigilant. Moi, le deuxième et le troisième, c'est là maintenant espacé. Je sais pas, ça se discute. Mais des fois, Allez, on va. Bon, Kachem, on a vu beaucoup de choses. T'as vu l'ambiance là? Il y avait Morel, il n'était pas là sur ce point. Il est en train de vendre des, je sais pas quoi.